Jet 677, will you? We're over the bridge for 28 right, and we got Jet 677, runway 28 right, clear line. Departing Embraer 135, runway 1 left. Landing runway 28 right. Jet 1435, you have Centurion VFR traffic, total cost of 3 miles at 3,500. They're operating in the area. Let's clear that traffic out of the clearance for you. Departing Embraer 135, Bacon Heavy, maintain C180 operator all the way to the bridge. C180 operator, EVA 18. Salut, je m'appelle Bipro. Soyez les bienvenus dans mon univers, là où j'ai toujours rêvé de sillonner le ciel, pour tenter de rejoindre à l'horizon le soleil, sans jamais pouvoir le rattraper. Avec Around the World, je vais enfin pouvoir m'évader et partager avec vous les moments de dépaysement. Allez, c'est parti, voici le récit de mes aventures. Depuis l'aube du premier avion reconnu comme tel et jusqu'à aujourd'hui, il faut bien avouer que les avions sont devenus l'un des moteurs de la liberté humaine. Les spécialistes estiment que nous serons 3,3 milliards de passagers à avoir pris l'avion par an en 2014. C'est tout de même 800 millions de plus que les 2,5 milliards enregistrés en 2009. Ça laisse rêveur. Déjà, j'étais constamment la tête en l'air. Et lorsque je voyais ces traînées blanches dans le ciel, je me demandais, mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Mais surtout, où vont-ils? En fait, c'est simple. Bien que virtuelle, aujourd'hui mon aventure va me permettre de voyager. Elle va me permettre de m'évader et de découvrir ainsi notre merveilleuse planète. Au cours de mon périple, je vais pouvoir aussi découvrir des endroits mythiques. Trouver et admirer des endroits magiques. Je vais survoler et ressentir les symboles de l'humanité. J'apprendrai à naviguer et à me poser sur les aéroports les plus difficiles au monde. Je vais aussi sillonner les espaces aériens les plus surchargés de la planète.
je vais chercher et dénicher les endroits historiques de l'humanité. J'irai découvrir d'autres continents. Et bien sûr, j'apprendrai à connaître d'autres cultures. Et enfin, je vais aussi survoler des endroits interdits. Je le ferai en toute sécurité et surtout en toute impunité. Même si tout cela n'est qu'illusion, la réponse à ma question, le virtuel va-t-il plus loin que le réel? Ma réponse à moi, c'est oui. Car aujourd'hui, je sais que sans cela, je sais que je ne pourrai jamais le faire dans ma vie réelle. Il est aux environs de midi lorsque je me suis posé sur l'aéroport de Grand Canyon National Park. Un bon déjeuner et faire le plein étaient mes objectifs. Arrivé en position numéro 2, derrière un C-130 qui lui aussi ravitaillait, nous avions découvert ensemble l'extraordinaire qualité 3D des cockpits et des appareils. Celui du C-130 et celui de mon Duke B-60 bien sûr. Un tel réalisme ne peut que vous immerger dans cette nouvelle dimension. Le Grand Canyon, situé au nord-ouest de l'Arizona, aux États-Unis, il s'étend sur 450 km de long, entre le lac Powell et le lac Mead. Le Grand Canyon a été plusieurs fois recouvert par les mers au cours de son histoire. Pour décrire celle-ci, on peut remonter jusqu'à 1,7 milliard d'années, d'un point de vue géologique bien sûr. Le Grand Canyon est l'un des sites les plus visités aux USA, 4,5 millions de visiteurs en 2007. Et cela ne cesse d'augmenter. Et c'est ici que tout a commencé. Salt Lake City, capitale de l'Utah. Ici, tout est grand. Et lorsque l'on découvre pour la première fois les États-Unis d'Amérique, avec ses autoroutes à 6 ou 8 bandes de circulation, dans une ville quadrillée à la romaine, avec des avenues et des boulevards de plusieurs dizaines de kilomètres, 2 millions d'habitants, dans un décor naturel, et au bord d'un lac absolument époustouflant, au pied des montagnes Wasatch, croyez-moi, on reste sans voix. Un aéroport international qui n'a rien à envier à Roissy-Charles de Gaulle. D'ailleurs, comme dans tous les États américains, car tous ont toujours un aéroport international, voire même plusieurs, comme New York par exemple. Tous accueillent chaque année plusieurs dizaines de millions de passagers. En parlant de passagers, et au même moment où je m'apprête à quitter le Grand Canyon vers Tucson, un vol international et national quitte le tarmac de KLCC pour la même destination que moi. Il
faut savoir que les vols nationaux aux USA sont aussi courants dans les mœurs de la population américaine que de prendre un bus. Pour un peu moins de $300, vous pouvez aller n'importe où aux USA. Ici, il y est courant de prendre l'avion pour aller travailler. C'est accessible à tous, sans pour autant être un homme d'affaires ou millionnaire. Cet état d'esprit et cet état de fait a largement contribué au développement de toute l'industrie aéronautique américaine. Parce que c'est tout simplement beau à regarder et parce que c'est l'une des phases dangereuses dans le cadre d'un vol, je vous laisse écouter et voir ce défi à la nature, le décollage d'un appareil. Voici en présence du 747-400. Ce modèle date de 1989. Bien que l'histoire du 747 remonte à 1965, lancé pour répondre à la croissance du trafic aérien dans les années 60, cet appareil est une légende et reste jusqu'à l'arrivée de l'Airbus A380, le plus gros porteur sur ligne aérienne commerciale. En fin de décollage, nous vous demandons de redresser le dossier de votre fauteuil et de ranger votre tablette. Sorti des usines Boeing et spécialement dédié à la production de cet appareil, il fut commandé jusqu'au 30 mars 2008, 1522 exemplaires, toutes versions confondues. Avant de démarrer le vol que je me prépare à faire, je vous présente un endroit qui a été spécialement aménagé pour moi, pour qu'entre deux étapes, je puisse me reposer et m'entraîner. Voici mon île, à Wonderworld Island. Planté dans l'océan Pacifique, il y a plus d'1 an, cet endroit magique n'était qu'un vulgaire îlot avec des cailloux et des arbres. C'est tout de même sympa de pouvoir dire mon île. Même dans mes rêves les plus fous, la probabilité que je puisse en avoir une réellement dans la vie est plus qu'infime, pour ne pas dire nulle. Plage de sable fin, cocotiers, aéroport personnel, eau cristalline, lever et coucher de soleil à vous couper le souffle, avec un superbe bateau de croisière mouillant au large des côtes. C'est absolument magique et prodigieux. C'est mon chez-moi à moi. Sur ce coup-là, waouh, je dis merci la production. Cet endroit unique est un véritable havre de paix, où naturellement, il fait bon vivre. Imaginez-vous passer une nuit ici, pour vous réveiller dès le lendemain et aller survoler la zone. Extraordinaire. Laissez-moi vous présenter d'un petit peu plus près les infrastructures de l'île. Commençons par les bungalows. Bungalows de luxe, bien sûr, directement situés sur les plages de sable fin. Une végétation dense et luxuriante pour préserver le caractère naturel de l'île. Un aéroport typique afin de réduire au maximum la pollution. Une piste asphaltée de 1800 mètres avec une tour de contrôle tout aussi discrète que typique. Comme l'île est le quartier général de la production, il n'est pas rare de voir les actionnaires séjourner ici. Certains méditent sur des plages de sable fin, tandis que d'autres profitent des bienfaits de la mer.
L'emblème de l'île est l'entrée de la piste 36, devant le lagon, où se dressent fièrement 2 têtes de serpent. Autant vous dire qu'il ne faut pas rater son approche. Nous avons aussi notre phare, une piste d'eau, face bungalow, et puis le bateau de croisière, dans lequel j'ai aussi une chambre, car il sert d'hôtel à toute la production. Les installations comprennent encore 2 héliports, 3 parkings, une marina et bien d'autres choses. Ok, maintenant, je peux repartir. Le moment que je préfère, c'est m'envoler vers d'autres lieux. Après tout, c'est pour cela que je suis là. Je ne vais pas trop traîner, car l'opérateur de la tour de contrôle m'a signalé que la météo allait se gâter. J'ai juste le temps de prendre mon envol, car je suis en vol à vue, en vol VFR. Évidemment, si le temps se gâte, je ne pourrai plus partir. Vite, le check magnéto, et je file en direction de la piste numéro 3, celle-là même par laquelle je suis arrivé. Je serai à nouveau et décidément en position numéro 2, derrière un Learjet cette fois-ci. Les personnes qui voyagent en ce type d'appareil ne sont certainement pas dans le besoin, c'est une machine formidable. Lorsque vous savez que le prix pour un appareil comme le mien, un Duke P60, qui n'est plus fabriqué depuis 1986, donc forcément on le rachète d'occasion, peut avoisiner la somme astronomique de 300 000 $ pour en faire l'acquisition, je vous laisse imaginer ce que peut coûter un Learjet. GPS pour éviter de déplier la carte dans l'habitacle. On décolle vers le nord pour repartir vers le sud avec un virage à 180 degrés par la main gauche et repasser de la sorte pile au-dessus de l'aéroport. Cela ne se fait pas d'ordinaire, mais la tour me l'a demandé. Donc si pas de danger, je ne discute pas et m'exécute sans problème. Bien, je vais arriver au point d'arrêt et je garde mes distances avec le Learjet. Il s'agit de 2 moteurs à réaction devant moi. Donc, keep cool, keep your distance and everything alright. Great. Attendons qu'il décolle et ensuite, c'est à mon tour de m'aligner.
Ok, on y va, c'est à mon tour de m'aligner. Et c'est parti. Vous pouvez noter que ma DME n'indique encore rien. Nous ne sommes pas assez haut. En effet, le relief est plutôt montagneux ici. Donc, à mon avis, avant 10 000 pieds, la première VOR ne sera pas captée. Mon altitude de croisière sera de 17 000 pieds. Et notre temps de parcours pour le vol complet jusqu'à la destination finale sera approximativement d'1h30. On fait demi-tour, cap sud, 181 degrés, en passant une dernière fois au-dessus de ce gouffre béant. Je vais réduire le mélange de richesse, la mixture et la synchro des hélices propulsion afin de réduire ma consommation de carburant. Maintenant, la DME capte la VOR. Le point de navigation se trouve à 82 nautiques miles. Notre vitesse de croisière actuelle de 173 nœuds devrait nous permettre d'atteindre le point dans 28 minutes. Je règle également mon indicateur de cap pour visualiser où je me situe en rapport avec la trajectoire prévue. Je corrobore cette information pour voir si je vais dans la bonne direction à l'aide du compas magnétique. Tout est parfait. Cap plein sud, 181 degrés, c'est la direction de Tucson. Pendant que je navigue vers les points de navigation 1 et 2, je me rappelle le premier jour de mon arrivée sur l'île, Around the World Island. La production m'avait expliqué que pendant notre tour du monde, certaines villes, étapes de notre périple, offraient des présents à la production. Une forme d'investissement en quelque sorte, ou de sponsoring. Nous sommes aux USA, et il y est prévu au moins que j'y passe 2 fois sur plusieurs états. Donc, la production a reçu de la ville de New York notamment, et pour l'occasion, un Hummer limousine, avec 4 véhicules de police rapides pour escorte et la sécurité sur l'île. Je me demandais pourquoi autant de sécurité, en sachant que personne ne sait rien, et en plus que je suis un parfait inconnu. Quand je suis arrivé, l'île était quadrillée par des policiers, en civil, et je me sentais comme en danger, même si je suis convaincu qu'il n'en était absolument rien. Le crépitement des radios me faisait penser à un danger, à un risque d'attentat. Or,
Il s'agissait bêtement d'un simple paparazzi. Je vous rassure, on ne m'a pas tiré dessus. C'est le sentiment que m'a donné le démarrage en trombe et toute sirène hurlante des véhicules qui encadraient mon arrivée. Bref, pied au plancher, on me conduit manu militari à l'aéroport, prendre quelques affaires, et ensuite, plus calmement, à bord d'un bateau pour que je puisse, bercé par les flots et sous le soleil, profiter d'un premier test technique de l'aéroport de Lille. Test d'ailleurs auquel je participerai moi aussi dès le lendemain. Maintenant que je suis installé à bord du bateau, revenons-en à l'itinéraire du vol. Parti des Grand Canyon Village, nous allons nous diriger vers Flagstaff en Arizona, qui est traversée par la célèbre route 66. Cette partie du trajet prendra 28 minutes à l'altitude de croisière des 17 000 pieds. De là, nous nous dirigerons vers Phoenix, la plus grande ville et capitale de l'Arizona. Quasiment le même temps de vol et la même altitude car le relief l'exige. Enfin, la dernière partie du trajet, direction Tucson, la deuxième ville en importance en Arizona après la capitale. Depuis que nous avons passé la frontière de l'Arizona, juste après le lac Powell, il m'aura fallu plus de 2 heures de vol pour traverser l'Arizona. Bien qu'à partir de Phoenix, je vais commencer à réduire mon altitude, je ne pourrai pas descendre au-delà des 7000 pieds maximum. Car, comme vous pouvez le voir, dans l'approche généralement directe de l'aéroport de Tucson, les montagnes de Tucson, qui culminent à 6800 pieds, sont sur mon trajet d'approche. Ensuite, j'ai une courte zone où je peux plonger pour me poser sur l'aéroport, qui se situe quant à lui à 2800 pieds. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Et j'aimerais toutefois préciser que je ne suis pas un pilote. Je ne suis pas un pilote dans la vie réelle. C'est important dans la mesure où nous allons par-ci, par-là, apprendre ensemble un certain nombre de notions qui, pendant ce tour du monde, nous permettront, à l'aide du simulateur, de nous faire plaisir en découvrant tous les endroits survolés et tous les appareils essayés pour assurer notre périple et nos découvertes de cette planète. Je vais régler ce que l'on appelle la navigation 1 sur ma radio, la fréquence de la VOR suivante, afin d'obtenir la trajectoire à suivre. En général, moi, avec le simulateur, je la règle aux alentours des 11 nautiques, avant la VOR que je suis en train en ce moment d'atteindre. Ce qui me laisse le temps théorique de régler mes instruments pour suivre, voire vérifier ma trajectoire. Comme vous pouvez le voir, au moment voulu et en appuyant sur le switch, la navigation 1 s'est activée et la DME, dès à présent, a repéré le point de navigation suivant. À nouveau, je vais régler mon cap ainsi que l'OBS sur le même cap afin de visualiser où je me trouve en rapport avec la trajectoire sur laquelle je dois m'aligner. Je vous promets qu'au cours des épisodes suivants, j'expliquerai en détail comment cela fonctionne. Ensuite,
Comme je suis au-dessus de Phoenix, je vais jouer avec la trim pour ralentir très légèrement et descendre jusqu'à maximum 7000 pieds. À ce moment précis, quelques caméramans restés sur Grand Canyon me signalent le départ d'un C-17, destination inconnue. Le C-17 Global Master 3 est construit par McDonnell & Douglas dans les années 1990, bien que la conception de départ de cet appareil date des années 80. Aujourd'hui, McDonnell et Douglas, absorbés par Boeing depuis août 1997, a livré à ce jour 235 appareils. Cet appareil est utilisé pour les opérations militaires et achemine l'aide humanitaire, comme pour la 400M des Européens. Il est doté de volets hypersustenteurs, de puissants inverseurs de poussée et d'un solide train d'atterrissage pour pouvoir décoller ou se poser sur des pistes courtes ou sur des sols non aménagés. Quant au vol proprement dit de cet appareil, l'équipe et moi avons déduit qu'il partait probablement pour la fameuse zone 51. Celle-ci n'est qu'une aire géographique au Nevada, aux abords du Groom Lake, dans le comté de Lincoln. Aire évidemment réservée uniquement à l'usage exclusif des militaires. Vous vous rappelez les deux appareils qui décollaient de Salt Lake City au même moment où je quittais Grand Canyon? Eh bien, il y a 3 parallèles. C'est qu'en plus de partir au même moment que moi, ils auront la même durée de vol, 1h30. Et ils se poseront sur le même aéroport. Plutôt sympa pour le côté je ne suis pas seul, mais stressant pour me retrouver dans le même trafic que ces deux appareils à un moment aussi dangereux que le décollage, c'est-à-dire l'atterrissage.
Ces appareils se déplaçant à une vitesse moyenne de Mach 0,82, soit 984 km par heure, avec une altitude de croisière moyenne de 35 000 pieds, soit 10 606 mètres, feront que leur trajet ne sera que d'1h30 maximum. Là où moi, en dehors de mon arrêt sur Grand Canyon, j'aurais mis plus de 3 heures pour une distance parcourue de 534 nautiques miles, soit 961 km. Ladies and gentlemen, we are now serving drinks. Hello, Captain. Would you like some coffee? Enjoy. Ladies and gentlemen, we are descending to our destination. Please fasten your seatbelts and make sure all portable electronic devices are securely stowed so that we may secure the cabin for arrival. En l'occurrence, ce vol United Airlines arrive même avec 5 minutes d'avance sur moi. Il est déjà en approche pour se poser sur Tucson. Comme il semble y avoir pas mal de trafic en ce moment, puisqu'au total, nous sommes 3 appareils arrivant plus ou moins au même moment, la tour demande à ses vols commerciaux d'aller jusqu'en bout de piste pour bien séparer et suivre le trafic au sol. Donc, ces avions se poseront un peu plus loin que ne le prévoit le marquage au sol de la piste 11 Lima, c'est-à-dire 11 left en anglais ou 11 gauche en français. Ladies and gentlemen, we have arrived at our destination. On behalf of the captain and crew, we thank you for flying with us, and we hope that you will join us again. Revenons sur moi pour l'instant car finalement, le 747-400 Corsair se posera après moi en position numéro 3. En ce moment, en descente sur la capitale de l'Arizona, sur Phoenix, il n'y a pas à dire, c'est plus impressionnant encore que Salt Lake City. La première activité de la région était l'agriculture et la production de coton en 1867. Aujourd'hui, les activités économiques de Phoenix se sont diversifiées. Les administrations et l'université emploient beaucoup de personnes. Les industries de haute technologie, microélectronique, aéronautique, télécommunications, etc. et le tourisme fournissent d'autres emplois. Les industries liées à l'armement se sont aussi implantées dans l'agglomération, telles que Luke Air Force Base. Les bonnes conditions climatiques également attirent les tournages de films pour l'industrie du cinéma. Environ 20 nautiques nous séparent de l'atterrissage final. L'aéroport de Tucson se situe juste derrière ces montagnes. Je vais me servir de l'approche ILS de la piste numéro 11 Lima pour m'aligner au dernier moment sur la piste 11 Romeo. Rappelez-vous, 11 plus lettre L égale 11 gauche ou 11 plus lettre R égale 11 droite. Left and right en anglais. Je dois me poser sur la 11 droite.
je vais mettre à 100% la mixture et la propulsion, et enfin ralentir pour l'atterrissage final. On va sortir le train d'atterrissage, qui contribue également à ralentir l'appareil. Il agit dans le cadre de cet avion aussi, comme le fait d'avoir enclenché le premier cran de vol. Je continue lentement à m'approcher de la trajectoire ILS pour me diriger en biais vers la piste 11 Roméo. Ensuite, tout en réduisant la vitesse, je mettrai un puis deux crans de volet pour le toucher final. Faire une approche très lente, en dehors de faire un atterrissage en douceur, ne met pas à l'abri de rafales ou de cisaillements du vent. Lorsque vous flirtez avec la vitesse du décrochage, cela demande de rester vigilant. En cas de problème à cette hauteur, il faut réagir dans la seconde. Car si vous attendez la deuxième seconde, c'est trop tard, c'est le crash assuré. C'est ce qui va d'ailleurs m'arriver. Non pas le crash, mais le décrochage. Le temps de remettre un coup de gaz instantanément, et hop, les papis m'indiquent que tout va bien. En plus, avec l'alarme de sol, tout cela est stressant. Sur ce coup-là, pas terrible l'atterrissage. J'ai vraiment horreur des grands aéroports. Bref. Ok, tout va bien, revoyons cela. La tour de contrôle m'a demandé de prendre la troisième voie à gauche. Contrairement aux vols commerciaux, je n'ai pas dû me rendre jusqu'en bout de piste. Une fois sur le taxiway au point d'arrêt, toujours bien regarder à gauche et à droite
même si on a reçu le feu vert de la tour pour traverser une piste en service. Je traverse donc la 11 gauche rapidement, car le 737-400 doit arriver. Au vu de notre proche atterrissage, veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Le dossier de votre fauteuil doit maintenant être relevé et votre tablette rangée. Madame, monsieur, nous sommes sur le point d'atterrir. Veuillez rester assis et gardez votre ceinture attachée jusqu'à notre arrêt au point de stationnement. United 468, San Francisco Air Caution resumes from the Boeing 757, heading to right for the total runway, wind 0403, runway 28 left, clear to land, traffic holding in position, runway 1 right. Clear to land on 28 left, United 468. Alaska 312, turn left at Echo, kind of ground footing. Je vais prendre mon temps pour rejoindre mon parking. Car ayant déjà raté l'approche du vol United Airlines, je ne veux pas rater celui du 747-400 Corsair. Cette légende reste un plaisir pour les yeux. Je l'entends à la radio. Il est en finale. Je devrais l'apercevoir. Sync rate. Sync rate. Les équipes qui avaient pu filmer le décollage de cet appareil s'étaient organisées avec le commandant de bord pour qu'il porte une paire de lunettes caméra et ainsi nous faire vivre l'atterrissage de l'intérieur du cockpit. Cet immeuble de 7 étages sur roues se pilote au sol comme un autobus. Sur place ici à Tucson, nos équipes s'affairent pour transmettre les images et essayer de se trouver aux bons endroits pour avoir les meilleurs plans de vue.
Les autorités aéroportuaires de Tucson ont été assez complaisantes avec nous. Tucson est la deuxième ville en ordre d'importance en Arizona. Elle n'est pas contre de temps à autre d'avoir un peu de publicité. Cette ville pourtant est très célèbre sur bien des attraits. Mais cela, nous le verrons dans le prochain épisode et l'étape suivante. Plus loin, on peut encore apercevoir le vol United Airlines à sa porte d'arrivée. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à notre aéroport de destination. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse, à l'arrivée à notre point de stationnement. Ceci pour vous éviter d'éventuelles blessures en cas d'arrêt brutal de l'appareil. En me rendant sur mon parking, je réalise qu'il est encore tôt, 15h30. Je devrais en avoir pour 30 minutes sur place, le temps de recevoir le tampon de la tour de contrôle sur mon carnet de vol. Et puis, je pourrais redécoller pour le Mexique ou pas. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a 5 heures de vol à peine, je vais survoler les endroits enneigés de Salt Lake City. Et là, ici, il fait 30 degrés. J'adore le soleil. Un rapide calcul me fait estimer que je pourrais atteindre La Paz au Mexique aux alentours de 20 heures. C'est mon étape numéro 2. Donc, je prends la décision. Je repars aujourd'hui. Je ne suis jamais allé encore au Mexique, ni en virtuel, ni en réel. Et je trouve vraiment cela excitant de pouvoir le faire. J'adore voyager, j'adore découvrir. L'équipe ne le sait pas encore. Et quand je vois le pauvre caméraman courir autour de mon appareil pour filmer la fin de cette étape numéro 1, je me dis, ils vont avoir du boulot, puisque dans 30 minutes je repars à nouveau. Allez, je me dépêche, je coupe les moteurs, et puis je vais leur annoncer cela, afin qu'ils se préparent au mieux.
Madame, monsieur, nous sommes arrivés à notre point de stationnement. Faites attention à la chute éventuelle de bagages à l'ouverture du coffre. Ceux-ci ont été bougés durant le vol. Au nom du commandant et de son équipage, nous vous remercions d'avoir volé avec notre compagnie et nous espérons vous revoir prochainement sur nos lignes. Vous vous rappelez tout à l'heure lorsque j'évoquais les premiers tests de l'aéroport de Lille, Around the World Island. Je vous propose que l'on y retourne quelques instants avant de se quitter, pour voir ce fameux essai. Et puis il y aura aussi l'un de mes exercices, de mes premiers exercices. Et encore, c'est sans compter que l'on m'a donné aussi l'occasion de faire un essai d'appontage et décollage sur un porte-avions. Vous avez bien entendu, un porte-avions. J'étais tranquillement installé dans mon yacht sur le lagon devant la piste 36. La sécurité se met en place avec les secours. Voilà mon ami JR. Non, pas JR Ewing, mais le créateur de l'île. Lui aussi, il en fait le tour pour inspecter les moindres recoins. Il est le responsable du test. Il faut dire que l'exercice est assez risqué. En moins de 10 minutes, 4 chasseurs vont décoller de l'île, 2 par 2. Et en faire le tour. Et entre les deux, l'avion de la production Around the World, un 737-800 habillé aux couleurs de l'aventure, va se poser sur la piste entre le décollage et l'atterrissage des chasseurs. Les chasseurs, 2 Alpha Jet de la patrouille d'Air France et 2 F-14 qui ne sont plus en service mais qui ont été mis à disposition via les Américains. Décidément très complaisant avec la production. Check flight control. Check MSET APU. Check thrust lever. Check flaps up. Big down. Check MSET up.
Voici comment l'exercice se déroule. Les deux Alpha Jet décollent en premier. JR, sur la piste, et placé au centre de celle-ci, sera entre eux et les deux F-14 qui décollent immédiatement derrière lui, c'est-à-dire en second. Au moment où les deux F-14 quittent la piste 36, le 737-800 de la production est en finale sur celle-ci. Les Alpha Jet sont à l'extérieur et à l'intérieur du circuit du tour de piste, et les deux F-14 en formation serrée sont en leur centre. Le Boeing se pose dans l'intervalle décollage et atterrissage des chasseurs. Et dès qu'il emprunte le taxiway conduit par JR, les F-14 se poseront cette fois-ci en tête devant les Alpha Jet qui maintenant ferment la marche de l'exercice après l'avoir ouverte. Ce test est destiné à s'assurer que malgré que la piste soit bordée d'arbres et qu'elle soit d'un bout à l'autre de l'île, autrement dit, si vous ratez votre coup, vous êtes dans l'eau, que l'on puisse jouer avec l'urgence et y faire poser en toute sécurité, quasi simultanément, 5 appareils de types différents, tant au point de vue de la gestion de la piste que des taxiways ou des parkings, et enfin la gestion des secours. Dès le lendemain, je participais à l'action. Une formation improvisée pour faire atterrir 5 appareils simultanément sur la piste asphaltée. 4 avions quittent la piste 36. Le 5e, c'est moi, avec un hydravion et parti de la piste d'eau. Voler avec ce type d'appareil légendaire était pour l'équipe une récompense inégalable. À mon tour d'entrer dans la danse, je décolle et je prends la tête de la formation avec un atterrissage tous les 5 simultanément. Cette fois-ci, la sécurité est assurée par un bâtiment militaire de guerre. Plus en service, bien sûr, excepté pour des simulations ou des meetings d'hiver, moyennant paiement, bien entendu. Ce sont des hélicoptères sécurité et commando qui jouent les chaperons de la formation.
Tout est comme dans un film. On s'évade. Je sais pertinemment que tout cela est virtuel. Pourtant, cela fait plus d'1 heure que vous avez voyagé et partagé avec moi un autre monde. Puis vient enfin le moment où je suis invité sur le porte-avions pour m'essayer à l'appontage à 5 nautiques de l'île. Le matin, on est venu me chercher en hélico pour que toute la matinée je puisse m'essayer, m'entraîner et avoir les informations nécessaires pour tenter un essai. Je serai avec un vrai pilote qui prendra la main en cas de danger. L'après-midi, une fois prêt, ils avaient reconstitué le navire sur le pied de guerre. J'étais angoissé et fasciné à la fois. C'est la première fois que virtuellement, je faisais ce genre de choses. Il n'est déjà pas simple de voler tout simplement, mais sur un bateau, ça devient vraiment difficile et réservé aux experts dont je suis très loin derrière.
Voilà, mon baptême sur porte-avions s'est achevé. C'était une première fois compliquée et stressante. J'aurai sûrement l'occasion de renouveler l'expérience, voire de me familiariser à l'environnement dans d'autres aventures. Je n'ai pas souhaité être trop technique ou historique pour le coup de cette première étape, de cette première aventure. Nous avons encore largement le temps. Encore près de 159 étapes nous attendent pour la suite des aventures de B-Pro. Mon ami Michel Lagneau dit en parlant du Microsoft Flight Simulator, « Voler n'est pas jouer ». Et moi j'ajoute, je dirais même plus, jouer n'est pas voler. Tout est dit, je le répète. Je sais que ce n'est pas réel. Je sais aussi que je ne peux pas vivre pareille aventure réellement dans ma vie quotidienne. Donc, j'en conclus que le virtuel me permet d'aller au-delà du réel et en plus de le partager avec vous. Apprendre et découvrir en s'amusant reste le moteur d'un épanouissement ludique rendu possible et accessible à vous tous, à tout le monde, grâce à l'informatique. Je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. La deuxième étape, le soleil, la mer et les cocotiers. Nous parlerons bien sûr du Mexique. Aïe 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 caramba!
La Terre. Elle est belle, n'est-ce pas? Recouverte aux 3/4 de sa surface par l'ensemble des océans, nous l'appelons aussi communément la planète bleue. D'ici, à 24 000 km à partir du niveau de la mer, la Terre est tranquille. La Terre est sans frontières. Cette Terre où nous vivons tous. À près de 6 milliards d'êtres humains. Cette Terre où nous naissons. Et enfin, cette Terre où nous mourrons. Probablement que la majorité d'entre nous n'aura jamais l'occasion de la parcourir dans sa globalité, de la découvrir, de l'admirer et de la comprendre. Alors je vous propose un voyage. Je vous propose une aventure. Je vous propose un tour du monde. Un tour du monde virtuel avec l'aide d'un simulateur de vol. Je vous souhaite un bon voyage et une très belle aventure. Parmi les membres du site Rico.com, il existe un groupe d'élite appelé le RCR, les réalisateurs de chez Rico. Leur mission, valoriser et traduire les possibilités du simulateur de vol avec l'aide de la vidéo. Fondé et administré par Eddie Belfiore avec le pseudo B-Pro depuis le 20 janvier 2010, ils ne sont pas les premiers et ils ne seront pas les derniers à vouloir exprimer leur passion et leurs rêves à l'aide d'un simulateur de vol. Le matin du 2 novembre 2003 à 0900 et au départ de Salt Lake City, Utah, from United States of America, Peter Askovich entreprend de faire le tour du monde de façon virtuelle, en Cessna et avec son Microsoft Flight Simulator. Pour le reflet de cet état d'esprit, B-Pro souhaite rendre hommage à ce pionnier. Et pour en faire une réalisation vidéo, il adapte le carnet de vol de cette formidable épopée. Voici son histoire. Nous y voilà, c'est le jour J. Le jour où je vais enfin démarrer l'entreprise de mon tour du monde avec mon simulateur de vol. Bien qu'il soit virtuel, en observant ce décor magnifique dans mon simulateur, je réalise que la fiction va beaucoup plus loin que la réalité. Ces images me laissent vraiment rêveur. Le point de départ de ce périple, cette première étape, c'est ici, un endroit appelé la Cité du Lac Salé. En fait, nous sommes aux États-Unis, à Salt Lake City. Cette ville fut fondée le 24 juillet en 1847 par 143 hommes menés par Brigham Young. Elle est la capitale de l'Utah, 45e État de l'Union depuis 1887. Jusqu'en 1868, la ville s'appelait Great Salt Lake. Ce matin, à la lueur de ces couleurs et de ce soleil absolument extraordinaire, vous pouvez sentir que c'est la nature qui domine, et rien d'autre. Pourtant, dans son centre et dans les environs, au pied des montagnes Wasatch, elle est peuplée de plus de 2 millions d'habitants, ce qui me fait penser que c'est loin d'être un village.
rejoignons le plancher des vaches pour quelques instants. Nous allons partir de la West North Tampa, la 186e avenue, en direction de l'ouest, longer l'autoroute 80, traverser la Jordan River Parkway Trail et ensuite prendre vers le nord pour l'aéroport international de Salt Lake City. L'abréviation de l'aéroport est KSLC, Kilo Sierra Lima Charlie. En ce moment, la circulation s'accentue. Il n'est pas loin d'être 7 heures du matin et la ville s'éveille. L'itinéraire routier apparaît sur votre écran en bas à gauche, ce qui vous permet de visualiser votre trajet en direct. Au fait, je me présente, je m'appelle B-Pro. Et rassurez-vous, pendant cette première étape, je ne vais pas tout de suite vous ennuyer avec l'aéronautique ou la navigation. Il y aura bien assez d'aventures pour en parler plus tard et vous familiariser à l'aviation et au pilotage. Je vais utiliser pour cette première étape le Duke B-60, la lettre B pour Beechcraft. Il se différencie du King Air 350, le fameux baron des campagnes. Duke, le Duke, indique qu'il s'agit d'un produit noble, très bien fini, car ici, on peut déjà parler d'une véritable classe affaires en cabine. La fabrication du Duke remonte à 1968 jusqu'en 1982. Au total, 597 exemplaires sont sortis de l'usine. Ce bimoteur, équipé de 2 Lincoln 541, développe 380 chevaux à 2900 tours minute. Il s'offre le luxe d'une cabine pressurisée et d'une altitude maximum de 25 à 30 000 pieds. Pour une utilisation en toute sécurité, les terrains de 1200 mètres au moins sont recommandés. Le Duke peut emporter 6 personnes et 227 kg de bagages. Hier soir, je suis allé sur le tarmac de l'aéroport pour admirer le coucher de soleil et m'imprégner de l'atmosphère. Étrangement, pour un aéroport international, c'était anormalement calme. Soudain, je faisais face à un B1 Rockwell. J'en croyais pas mes yeux. Quoique nous sommes aux USA, depuis le 11 septembre, tout est possible.
bel oiseau, même si l'objectif est lugubre. Ensuite, j'ai appris qu'un vol militaire était en approche. Je n'en sais pas plus. Je sais juste que c'est la raison de la fermeture de l'espace aérien pour ce soir. Avant d'aller me reposer, j'ai décidé de rester quelques minutes pour observer l'arrivée de ce vol très mystérieux. Il s'agit d'un Boeing 737-500. Après tout, c'est un avion comme les autres. Et comme il s'agit de virtuel, je ne risque pas de me faire arrêter parce que je me promène sur les pistes. Alors autant en profiter. Forty, 30, 20, 10. Pour clôturer en beauté, au même moment, et à nouveau, un B1 Rockwell se pose de l'autre côté de l'aéroport. Nous sommes dans l'Ouest américain et j'ai découvert qu'en Utah, Nevada, Arizona, Kansas, Texas sont régulièrement sillonnés par des patrouilles de ce type, des B1 Rockwell, probablement pour l'entraînement. Ces grands espaces américains favorisent évidemment les zones militaires interdites à l'aviation civile. Je devrais être très vigilant et faire très attention demain à mon point de vue. Allez, nous sommes partis, nous avons suffisamment attendu et planté le décor comme ça. Après avoir eu le feu vert de la tour, pour prendre la piste 35 direction nord et le taxiway, nous démarrons l'avion. Après la rotation, j'effectuerai un virage par la droite de 180 degrés, cap 166
en direction de notre premier point de navigation. Installez-vous confortablement, car je viens de recevoir aussi le feu vert pour le take-off, c'est-à-dire le décollage. Ceci est un vol VFR de VOR à VOR. Sans entrer dans les détails techniques, voici 3 éléments dont vous devez tenir compte pour utiliser votre plan de vol. 1. Les points de cheminement, les VOR, à encoder sur la radionavigation 1. 2. L'altitude plafond suggérée et maximum. 3. Le temps estimé entre les points de navigation. Ceci est valable pour un plan de vol généré par FSX ou tout autre système. En cas de panne des instruments, vous pouvez toujours utiliser les caps. Pour chaque point de cheminement, il vous faudra alors une carte et des points de repère. En voici d'ailleurs l'exemple sur le plan de vol actuel. Maintenant, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on ne va pas trop entrer dans les détails techniques et vous ennuyer avec les us et coutumes de la navigation. Nous verrons cela plus tard beaucoup plus en détail dans d'autres aventures.
et à toutes, bienvenue à bord de ce Beechcraft Duke P60 pour cette deuxième et avant-dernière partie de la première étape de notre tour du monde. J'espère que vous m'entendez bien, car dans un cockpit évidemment il y a du bruit et je n'ai que ma radio pour bien me faire entendre. Soyez attentifs, prêtez-moi bien vos deux oreilles afin que nous puissions nous comprendre. Alors ensuite, même si je vous ai dit qu'on ne se prendrait pas trop la tête avec la technique ou la navigation, en tout cas pour la première étape, moi je fais quand même mes checks visuels, si vous le permettez, car pour ce vol VFR, ce vol à vue, j'utilise mon GPS en guide de carte à consulter et la navigation VOR pour suivre ma route aux instruments. Mais attention, je suis complètement en manuel, donc je n'utilise que la clim et le throttle pour voler. Comme vous pouvez le constater, la météo est avec nous, un léger vent aussi qui nous vient de l'est et qui incline un peu mon assiette. Nous sommes à une altitude de 11 500 pieds pour une altitude au sol d'environ 6 600 pieds. Donc pour nous, une altitude de 4 900 pieds, soit environ 1617 mètres. Nous allons arriver dans les plus beaux endroits du parcours de l'étape numéro 1. Nous nous rendons à la frontière Utah-Arizona pour survoler notre troisième point VOR à Page et son aérodrome, ce qui nous donnera d'ailleurs l'occasion d'admirer le lac Powell et le Grand Canyon Dam, le fameux barrage. Voici le reportage en images. Après avoir passé le barrage, nous voilà dans l'état d'Arizona. J'efface le point VOR pour voler complètement à vue. Je reviendrai aux instruments avec l'ILS pour me poser à Kilo Golf Charlie November KGCN, l'aéroport du Grand Canyon National Park, que nous allons d'ailleurs survoler maintenant et découvrir. Nous nous poserons à KGCN pour
pour faire le plein et ensuite continuer notre voyage vers Tucson, le point final de l'étape numéro 1. Reportage en images. When I look at you, don't be so shy. A different view makes me wanna cry. When I look at you, don't be so shy. A different view makes me wanna cry. Le soleil commence sérieusement à devenir éblouissant ce matin. Nous sommes donc en approche de KGCN. Comme me l'a indiqué la tour de contrôle il y a quelques instants, je vais faire une approche par la main droite, c'est-à-dire me positionner à gauche de l'aéroport et avec un virage par la droite, m'aligner ici dans le cas présent avec la piste numéro 3. Ma position d'approche est numéro 2, car à moins de 4 nautiques devant moi, il y a un C-130 qui est en position numéro 1, donc avant moi. Observez attentivement mon approche en manuel, je vous le rappelle, et les atterrissages en images.